Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec François Martin. Vous êtes géopoliticien, journaliste, essayiste. Vous avez fait l'ESSEC, le MBA HEC. Vous avez été à l'IHEDN. Vous avez été dans le commerce international dans plus d'une centaine de pays. Vous êtes le président du club HEC Géostratégie et coprésident du pôle globalisation d'HEC Alumni. Et puis, vous avez aussi différents cercles, et on vous entend souvent, François Martin. Vous avez publié un livre qui s'appelle Le temps des fractures, aux éditions Après un précédent, je précise un précédent livre l'année dernière qui s'appelait L'Ukraine, un basculement du monde. Et Le temps des fractures est véritablement la suite de la réflexion du précédent. Voilà. Et voilà, c'est là où c'est passionnant. C'est passionnant parce que sur l'Ukraine, on dit beaucoup de choses. Les gens commencent à être bien informés. Mais ce que l'on ne sait pas trop, ce que l'on ne mesure pas trop finalement, François Martin, c'est à quel point, ce que vous expliquez, le monde est fracturé, qu'il y a un quart de la planète contre trois quarts de la planète. Et ce quart de la planète, qui est, on va dire, l'Europe, on va dire l'Occident et les États-Unis. Quand vous parlez de fracture, c'est une réelle fracture. Il n'y a plus d'amitié. On est un peu méprisé et on s'en aperçoit de plus en plus. C'est ce que vous tentez aussi de nous faire comprendre. Est-ce ce que vous tentez de nous faire comprendre? Oui. Alors, si vous voulez, moi, cette réflexion, elle a démarré il y a très longtemps, puisque, comme vous l'avez dit, j'ai voyagé dans plus de 100 pays pendant 40 ans. Je suis né au Congo, j'ai vécu au Sénégal, au Maroc, en Espagne, au Brésil. Donc, pendant toute ma vie, j'ai vu les choses changer progressivement. Et je dirais que l'une des choses les plus difficiles pour les personnes, c'est de changer de référentiel, parce que on est habitué à vivre dans un référentiel donné, et lorsque les paradigmes changent, en général, on s'en aperçoit pas. Or, nous, on vit encore avec des paradigmes qui proviennent de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'omniprésence des États-Unis, militaire, mais aussi politique, morale, philosophique, culturelle, etc. Et puis, je dirais, des petits croupions, même si autrefois il y avait eu le mouvement des non-alignés et l'Union soviétique, mais il y avait malgré tout une prééminence du Nord sur le Sud qui était manifeste. Or, moi j'ai vu les choses changer avec la montée non seulement de la Chine, mais également des pays africains, de tous les pays du Moyen-Orient que j'ai vus, les pays d'Europe centrale également, les pays comme l'Indonésie, etc. J'ai vu tout ça changer, l'Arabie Saoudite, n'en parlons pas. J'ai vu tout ça changer et je me suis dit, on n'est plus du tout dans ce référentiel-là. Les paradigmes ont vraiment changé, or les gens ne s'en sont pas perçus. Et quand j'ai vu arriver la guerre d'Ukraine, je me suis dit, plus encore qu'une guerre, ça va être un révélateur de quelque chose, d'une différence et d'un basculement du monde. Et le deuxième après, je me suis dit, mais c'est non seulement un basculement, mais c'est même une fracture. Ce qui est la conséquence du basculement, c'est une fracture. Et toute la question de mon deuxième livre, c'est de savoir si cette fracture va être finalement une fracture négative ou une fracture positive. Parce que une fracture peut avoir un effet positif si elle amène à des changements de comportement qui sont bénéfiques. Or, aujourd'hui, on ne les voit pas, ces changements. Par contre, on voit un risque majeur, et on va y arriver, je pense, on va en parler, c'est un effondrement total du Nord, et ça, je pourrais vous le détailler, de telle sorte que lorsque le Sud sera vainqueur de cette guerre, qui est cette guerre Nord-Sud que j'appelle une guerre décoloniale, à ce moment-là, il n'y ait plus d'interlocuteurs fiables et valables au Nord, et que ce vide politique qui se créera par l'effondrement de ce qu'on peut appeler l'Empire américain soit remplacé par un maelstrom de haine et de critique parce que les vides politiques sont très mauvais. À ce moment-là, il risque de ressortir des vieilles lunes comme la colonisation, l'esclavage, etc., dont j'explique dans mon livre quelles ne sont pas les vraies causes de l'animosité du Sud par rapport au Nord, mais qu'elles peuvent être des arguments dans les mains
De ceux qui veulent attiser cette haine, de ceux qui veulent mettre de l'huile sur le feu, hein, c'est ça. Voilà, dans les mains d'activistes, voilà, d'activistes qui sont d'ailleurs pas ceux qui habitent en Afrique, puisque j'ai donc voyagé plus de 40 ans sur l'Afrique et j'ai jamais eu, pas une seule fois, de critique d'Africains disant vous les Blancs, vous êtes des salauds, etc. Les seuls qui critiquent les Blancs, si on peut dire, ou le système occidental, c'est des Africains ou des Nord-Africains qui vivent en Occident. Hein. On passe ceux qui sont sur place, oui. Alors, on parle, quand vous dites cette guerre, hein, voilà, cette sorte de mépris que l'on n'a pas vu venir, il y a des réflexes. Avant, on apparaissait comme la puissance riche, comme la puissance dominante intellectuellement, la puissance admirée culturellement, la puissance forte sur le plan économique, la puissance respectée et respectable. On a été très longtemps de moins en moins respectable, mais on a quand même donné l'illusion d'être respecté. Et vous expliquez parfaitement bien que nous ne sommes ni respectés ni respectables maintenant. Oui, oui. On a tout perdu. Je simplement le mot que vous employez en disant que on est. Vous avez employé le mot en disant. Respecté, respectable. Non, non. Auparavant, le premier mot que vous avez employé. Si vous voulez, il y a quand même quelque part, je dirais, un respect de l'Occident. Il y a une animosité. Voilà. Une animosité qui vient, que j'explique dans mon livre, essentiellement, à mon avis, de l'hégémonie américaine et de la philosophie à la fois mondialiste et atlantiste qui s'est développée à travers les lobbies wokistes, etc., et à travers les néoconservateurs, c'est-à-dire deux branches différentes qui viennent de deux parties différentes du spectre politique américain, mais qui se sont unis quelque part pour essayer de profiter de l'hégémonie mondiale que Reagan avait apportée aux Américains. Et les meilleurs spécialistes américains, que sont en particulier le grand géopoliticien John Mearsheimer, disent qu'il est tout à fait étonnant et extraordinaire de voir que ce trésor que leur a apporté Reagan en gagnant la guerre contre l'Union soviétique en 91, et encore, moi je mettrais des bémols sur le fait que c'est eux qui ont gagné la guerre parce que Solzhenitsyn dit le contraire, a provoqué une espèce cette espèce d'hubris qui est développée par les néoconservateurs d'une part et par les mondialistes d'autre part, les Wolfowitz d'un côté, si vous voulez, pour le dire d'une certaine façon, et les gens comme Soros de l'autre, hein, ont dilapidé cette victoire américaine en l'espace de 30 ans, puisque aujourd'hui les Américains sont en train de perdre les deux guerres, hein, celle d'Ukraine, puisque c'est pas l'Ukraine, c'est la Russie contre les États-Unis, et je dis aussi que la guerre de Gaza n'est pas une guerre entre les Gazaouis ou aujourd'hui le Hezbollah et Israël, contrairement à ce qu'on dit, mais c'est aussi une guerre mondiale entre les États-Unis et l'Iran. C'est ça la véritable guerre. Alors, d'abord, sur la partie des néoconservateurs, c'est-à-dire ce que j'appelle l'atlantisme, c'est né dans les années 90 avec Wolfowitz éventuellement et essentiellement qui a créé cette doctrine, qui est la doctrine de la guerre préventive, de la guerre, et surtout du mantra qui est la benevolent global hégémonie, l'hégémonie globale bienfaisante, c'est-à-dire on vous tue, on vous bombarde, on vous pille, mais c'est pour votre bien. Alors ça, c'est pas passé. Tous les pays du monde, depuis que le monde est monde, acceptent le principe de la guerre où le vainqueur fait ce qu'il veut. Oui, mais est-ce pas une forme de tyrannie que l'on retrouve totalement partout, hein? On vous fait du mal, mais c'est pour votre bien. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre que c'est pour votre bien, c'est parce que vous êtes des crétins. On a des ministres qui nous expliquent qu'il faut taxer les automobiles à essence encore plus lourdement pour qu'on aille vers les voitures électriques. Mais c'est pour notre bien. On nous explique qu'on doit faire des millions de travaux dans sa maison, qu'on peut plus la vendre, mais c'est pour notre bien. C'est un peu la méthode occidentale, mais si vous voulez,
moi, je me place uniquement dans le domaine de la politique étrangère. Le principe vae victis a toujours existé. Quand César a vaincu Vercingétorix, il a passé au fil de l'épée 30 à 40% de l'ensemble de la population gauloise. Ça a été un génocide total. Je remarque d'ailleurs que pour autant, aujourd'hui, la mémoire collective française n'en veut pas aux Romains de l'avoir fait. Oui, on ne va pas demander réparation à Rome en ce moment. Ben non, elle a pris, je dis ça en réponse à ceux qui disent « Ah ben attendez, l'esclavage, etc., vous devez payer, etc. » ou la colonisation. Les peuples ont une faculté d'oubli à partir du moment où les conditions de l'échange qui sont postérieures au traumatisme leur permettent de reconstruire quelque chose. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Et la civilisation gallo-romaine... Comme ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne, par exemple. Est sorti de là. Mais en ce qui concerne spécifiquement la question américaine, les peuples auraient compris vae victis, c'est-à-dire nous sommes les vainqueurs et nous faisons ce que nous voulons où nous voulons. Mais ce qu'ils n'ont pas accepté, c'est le principe nous sommes des personnes morales et bien et nous le faisons pour votre bien. D'autant que ça a été appliqué au moment, j'explique dans mon livre, où Bush fils a pris le pouvoir, c'est-à-dire après les attentats du 11 septembre, et à ce moment-là, on cherche quelqu'un pour punir. Ça, c'est expliqué dans un livre qui s'appelle « Contre tous les ennemis » et qui était écrit à l'époque par le directeur de la sécurité de la Maison-Blanche, qui s'appelait Richard Clark, qui est un livre absolument extraordinaire parce qu'il raconte tout le système le montage de l'opération contre l'Irak à cette époque. Mais l'opération est montée comme une opération de prédation contre un ennemi dont on savait qu'il n'avait rien à voir avec le 11 septembre. Donc, en même temps, ce groupe hégémonique des néocons américains dit nous faisons la guerre pour votre bien, et en même temps, qui disent nous sommes des moines soldats, ils montrent nous sommes des pillards et des voleurs, parce que ce que nous voulons, c'est piquer à l'Irak son pétrole et les 9 milliards de dollars qu'il y avait dans la banque centrale, leurs richesses archéologiques, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a une contradiction qui ne passe pas. Et l'autre chose qui aujourd'hui, dont se rendent compte ces peuples, c'est qu'aujourd'hui, 30 ans après, ça c'est ce que dit Mearsheimer, ils sont en train de perdre cet héritage extraordinaire que Reagan leur a laissé. Donc, Mearsheimer dit, il n'existe pas d'empire hégémonique qui ait dilapidé son empire au bout de 30 ans. Et ça, il dit pourquoi ? Il dit parce qu'ils ont manqué de deux choses, c'est la patience et la prudence. Quand les Français ont eu un empire, ils l'ont conservé pendant des centaines d'années. Les Anglais, pareil. Les Chinois, pareil, etc. Les Égyptiens, de la même façon. Incapables de résoudre, de conserver avec intelligence, avec diplomatie, ils se sont lancés dans une série de guerres absolument incroyables pour des raisons essentiellement d'argent, parce que c'est derrière les néoconservateurs, il y a le lobby militaro-industriel américain, évidemment. Et quand vous voyez la hausse pendant cette période, et je la montre dans mon livre, du budget militaire américain, il est absolument ahurissant. Aujourd'hui, on est pratiquement on est à 950 milliards de dollars, et dans un an ou deux, on aura dépassé 1000 milliards de dollars. Enfin, alors que la Russie en face a 70 milliards de dollars. Donc, ils sont en train de se faire battre par un pays qui a un budget militaire 10 fois plus petit qu'eux. Donc, face à tous les pays du monde, les Américains sont au bout du rouleau, quoi. Voilà, c'est ça. Nous ne le voyons pas. Est-ce que finalement, ce qui est très intéressant dans ce que vous nous expliquez, c'est que plus les empires étaient anciens, plus ils ont duré longtemps. L'empire égyptien a duré extrêmement longtemps. L'empire romain a duré plus de 500 ans. Voilà. Et maintenant, on voit que des empires peuvent durer 50 ans. On a l'impression que c'est comme une entreprise, c'est comme une start-up. Je dirais pas que ce sont les empires parce qu'ils sont modernes, mais je dirais que c'est surtout l'empire américain qui est fondé sur des principes
qui lui ont permis de grandir très vite, mais qui font qu'il redescend aussi très vite parce que ils sont essentiellement basés sur la puissance militaire, la puissance économico-commerciale, mais il leur manque un aspect fondamental, c'est la diplomatie. C'est la faculté de jouer, de se trouver des alliances. Quand vous voyez aujourd'hui, ils sont trop marqués, je dirais, par l'esprit protestant, je dirais. Il y a les bons, les méchants. Si vous n'êtes pas bon, c'est que vous êtes méchant. Si vous êtes méchant, c'est que vous n'êtes pas bon. Et il y a par rapport à l'Europe, une attitude, si vous voulez, qui est aujourd'hui totalement inacceptable, y compris pour les Européens, et que les Européens ne remettent pas en cause aujourd'hui parce que nos dirigeants sont des pleutres, mais à un moment donné, un certain nombre de dirigeants vont dire on veut plus de cette vassalisation à outrance. Enfin, si vous savez que le premier train de sanctions suite au début de la guerre, la guerre d'Ukraine, a été établi conjointement par la communauté européenne et par le département d'État américain, et les États eux-mêmes, les États membres, ont délégué à la Commission européenne la mise en œuvre des sanctions, et eux ont été prévenus de la mise en œuvre des sanctions 1 heure avant. Enfin bon, je veux dire, c'est pas acceptable. Je dis, moi, je suis président de l'État français. S'il y a des sanctions, c'est moi qui dois les décider. C'est pas Madame von der Leyen et le président des États-Unis. C'est pas acceptable. Donc, alors, François Martin, on est véritablement dans un système qui peut pas durer, à mon avis. Outre le fait, si vous voulez, que il n'est pas non plus durable, bien qu'on comprenne très bien pourquoi, il n'est pas durable que la Russie, qui est européenne, et l'Europe, qui est européenne, soient coupées par autrefois un rideau de fer et aujourd'hui un rideau de feu, tel que la Russie ne puisse pas revenir en Europe comme elle le souhaite, avec, je dirais, tous les égards qui sont dus à son rang de grande puissance. Rideau de feu et rideau de sanctions, oui. Alors, François Martin, je rappelle, pour les auditeurs qui viennent nous rejoindre, vous êtes géopoliticien, vous êtes diplômé de l'ESSEC, MBA HEC, l'IHEDN, vous êtes le président du club HEC Géostratégie. On va revenir sur votre livre, on va peut-être terminer là-dessus, sur le rôle que peut avoir la France. Vous nous parlez du temps des fractures entre l'Occident d'une manière générale et puis le reste de la planète, qui est très évident. Quel peut être le rôle de la France ? Alors, avant, je vais passer une petite minute à expliquer un point qui est pour moi essentiel et qui est à mon avis le cœur de mon livre, c'est la réflexion de Solzhenitsyn dans son discours de 1978 aux jeunes de Harvard, qui a été publié sous la forme d'un livre qui s'appelle Le déclin du courage. Et en fait, Solzhenitsyn, dans ce livre, que je cite largement, mais que tout le monde devrait avoir lu et qu'on devrait enseigner dans les écoles, en fait, prophétise non seulement la chute de l'Union soviétique, ce qu'il appelle le parti, mais également la chute du système américain occidental qu'il appelle le marché. Parce qu'il dit, et ça c'est très important de le comprendre, que l'Europe et les États-Unis ont validé à un moment donné de leur histoire la philosophie des Lumières. Et il dit que la philosophie des Lumières est basée sur un principe de bonheur sur Terre, et qu'à partir de ce moment-là, comme elle évacue le principe de la spiritualité, le principe de la morale, de la spiritualité, elle crée les conditions qui seront celles d'une implosion du système occidental à un moment donné, parce qu'il dit, le jour où vous devrez vous lever pour vous battre, pour défendre vos enfants, parce que vous n'aurez pas toujours des supplétifs, vous serez incapable de risquer votre vie parce que vous aurez été habitué en gros, au sexe, au pouvoir, à l'argent, à l'amusement, mais pas à la tension vers le bien qui est celle des personnes qui sont empreintes de spiritualité. Voilà ce qu'il dit. Donc, et on assiste véritablement, à mon avis, à la réalisation de la prophétie de Solzhenitsyn. Voilà, mais j'en dis pas plus loin, mais ça, c'est très important de le comprendre pour comprendre la base, à mon avis, de l'animosité du Sud par rapport au Nord, qui est véritablement une question spirituelle et qui est la différence entre le progressisme occidental
et le conservatisme du reste de la planète. Ce qui permet à la Russie d'être en phase avec des gens comme les Chinois, les Africains, les Indiens, alors même qu'ils ne sont pas la même civilisation, mais ils se comprennent sur le plan de le conservatisme, et en particulier ce que je développe, c'est-à-dire la question sexuelle et la question familiale. La famille, c'est un homme, une femme et des enfants. La société, c'est un ensemble de familles. C'est une société, c'est une communauté. Voilà, c'est ça qui compte pour eux. Et même si les comportements, si vous voulez, ont toujours été les comportements partout, le principe reste celui de ce que j'appelle la sexualité reproductive et non pas la sexualité récréative. La sexualité récréative est mortelle pour notre société. Et nous n'avons pas seulement changé nos comportements, mais nous avons changé notre principe. Et ça, c'est aussi mortel que si nous avions décidé à un moment donné que comme nous sommes riches, l'alimentation serait gratuite. Et bien, si à un moment donné vous dites l'alimentation est gratuite, c'est-à-dire vous séparez le principe de responsabilité du principe de plaisir. Vous dites, bon, bah, c'est un principe de plaisir, maintenant, on mange qu'on veut, comme on veut, et on paye rien. 2 générations après, ben, vous n'avez plus que des obèses, et 4 générations après, ben, tout le monde est mort de crise cardiaque. Donc, on est en train ce système que nous avons mis en œuvre avec les Lumières est aujourd'hui en train de nous tuer, et c'est ce que dit Solzhenitsyn dès 1978. Alors, donc, je voulais revenir sur la France pour qu'on termine. Reprendre votre mot. Il n'y a pas de mépris du Sud. Il y a une animosité, mais il n'y a pas de mépris. Je pense qu'il reste chez eux une admiration profonde pour non pas ce que nous sommes, mais ce que nous avons été, la civilisation chrétienne en particulier, dans ce qu'elle est capable de mettre en œuvre à la fois l'humanité et l'efficacité, si vous voulez. Parce que je pense que c'est tout ce qu'un dirigeant cherche toujours, comment allier l'efficacité et l'humanité. Et nous avons montré que nous avions été capables de construire pendant 1500 ans, 2000 ans, un peu moins, jusqu'à la Révolution française, en gros, un système qui, par-delà les systèmes politiques, essayait d'allier ça. Et c'est ce que le mouvement des non-alignés, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, tous les dirigeants étaient par exemple du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord étaient des socialistes. Bon, où ils avaient pris le socialisme? Eh ben, dans la doctrine sociale européenne. Donc c'est ça qui comptait pour eux. Et alors maintenant, donc pour répondre à votre question, oui, je pense que dans cette fracture, la France a un très grand rôle à jouer parce que la France est traditionnellement l'Église appelée donc la fille aînée de l'Église et l'éducatrice des peuples, il ne faut pas oublier ça, l'éducatrice des peuples. Ça reste encore chez certains pays. Je crois que Fako, qui veut dire français en mandarin, ça veut dire Fako Pengyu, ça veut dire ami français. En mandarin, Fako, la France, c'est Fako, ça veut dire le pays des lois. Donc nous sommes le pays de la sagesse, le pays de la loi. Nous bénéficions, à cause du général de Gaulle, d'un grand prestige en Chine, parce que nous avons été le premier pays à reconnaître la Chine, non pas à cause de son communisme, mais à cause de la grandeur de sa nation. Nous avons gardé avec tous nos pays africains, bien que certains disent le contraire, des relations qui se dégradent à cause de la stupidité de nos dirigeants actuels et de la stupidité de leur politique, mais nous avons gardé quelque chose de très fort. Nous avons cette relation que nous avons construite avec les pays arabes du Moyen-Orient. Nous avons cette relation que nous avons construite avec tous les pays d'Amérique du Sud, avec les voyages que le général de Gaulle a fait dans tous les pays d'Amérique du Sud et du Mexique, ce qui est absolument inédit dans l'histoire. Je pense qu'il n'y a pas un seul chef d'État qui a fait le Venezuela, la Colombie, le Pérou, l'Argentine, le Chili, l'Argentine, le Brésil, enfin, c'est l'Uruguay, le Paraguay, c'est jamais vu. Donc, il reste ce prestige, et si la France un jour, mais il faut qu'elle parle par elle-même, ce qu'aujourd'hui elle ne fait pas, puisqu'elle répète ce que les Américains lui disent de dire à travers la communauté. Voilà, donc c'est un peu le conseil finalement, un ode
À la souveraineté, finalement. Souveraineté intellectuelle Absolument. et souveraineté géopolitique. Bien sûr. C'est pour ça, la souveraineté est indispensable, non seulement sur le plan interne, mais également sur le plan Surtout, international. en plus, oui. Le tout jour, est lié. si vous voulez, il y a deux attitudes. Ce jour-là, soit une fois que ces deux guerres, la guerre d'Iran et la guerre d'Ukraine, vont se terminer par la défaite de l'Occident, à ce moment-là, ces pays auront deux attitudes, de ces pays-là, c'est-à-dire où on va les piller, ou bien on a des choses à faire ensemble. Alors, est-ce que c'est la coopération qui va prévaloir ou est-ce que c'est la discorde? Eh bien, c'est à nous qui sommes capables de parler à tout le monde, avec probablement l'autre peuple qui est capable de parler à tout le monde, c'est les Russes, qui sommes capables d'aller construire des partenariats économiques. Et donc, comme vous le dites justement, François Martin, j'allais dire de réparer les pots cassés. Merci encore François Martin de nous avoir parlé de votre livre qui s'appelle Le temps des fractures, l'Occident contre le reste du monde. C'est publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci François Martin.